Chers amis, je vous salue tous et toutes. Bonjour à vous. Bonjour à vous qui prenez cette vidéo, qui avez compris qu'il fallait activer la clochette pour recevoir les vidéos en première. Pour les nouveaux et les nouvelles, abonnez-vous, partagez cette vidéo, mettez un pouce en haut ou en bas, selon que vous êtes satisfait ou pas de cette chaîne et de mes vidéos. Et partagez surtout, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça prend quelques secondes. Je ne sais pas, vous les partagez avec vos réseaux sociaux, avec ceux que vous aimez, vos amis, favoris, etc., etc., etc. Alors nous allons continuer un petit peu, si vous le souhaitez bien, si vous le voulez bien, avec les rois des Francs. Et nous allons bien sûr, puisque nous rentrons dans la série des Carolingiens. Alors après Pépin le Bref, le voilà. Alors, cet homme, dit le Bref, né en 1714, mort le 24 septembre 768, il a vécu longtemps lui, hein, plus longtemps que les autres, que beaucoup d'entre eux. À Saint-Denis, il est enterré à Saint-Denis, ah bon, près de Paris, et roi des Francs de 751 à 768, issu de la famille noble franque, oui, laquelle on ne sait pas, que l'on appellera, voilà, que l'on appellera. C'est une appellation arbitraire, sans fondement quelconque, enfin bon, elle est pépinide. Mère du palais et de père en fils, enfin bref, et véritable détenteur du pouvoir sous les derniers mérovingiens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bref, on fera croire que ces gens-là ont régné. Bon, bref, de toute façon, c'était le règne, c'était le règne de la religion, hein, vous le savez, hein, de laquelle je parle, je ne vais pas tout le temps parler de cette religion, mais en fait c'était le règne de Rome sur les Francs, tout simplement, après le règne de César sur la Gaule, c'est de nouveau une Rome nouvelle, bien entendu, hein, enfin nouvelle, mais c'est la continuité des anciennes, ni plus ni moins, sauf que là, ce n'est pas les armes, on va dire les épées, ce que vous voulez, puisque les épées, c'est les princes qui la tiennent, mais eux, c'est la religion, Rome, voilà, c'est le nouveau glaive. Le nouveau glaive, la nouvelle épée, si vous voulez, qui frappe les impies, les non-croyants, etc., etc. On va dire les païens, hein. C'est le mot qu'ils emploient. C'est pas qu'ils soient païens, c'est qu'il y a une religion primordiale de, de l'ancienne civilisation qui s'est éteinte, voilà, et dont les écrits restent encore dans quelques églises, basiliques, cathédrales. On peut encore les voir, on peut voir encore leur passage. En tout cas, une transmission, en tout cas des symboles, des signes qui marquent que l'ancienne civilisation n'était pas si sauvage qu'on le dit, même bien au contraire. Elle était certainement plus juste, probablement plus juste que celle de la religion qui, écoutez bien, pour se faire, pour asseoir son pouvoir, il lui fallait de l'or. Bon, de l'argent, papier, ça n'existait pas, mais enfin, il fallait des écus, il fallait de l'or, il fallait quelque chose qui soit monnayable. Voilà. Et sous l'Ancien Régime, c'était encore les poulets contre un sanglier ou je ne sais pas quoi. Hein, vous voyez, il y avait encore il y avait du troc, mais d'une autre façon, d'une manière peut-être plus juste que celle de la finance, la financiarisation de cette religion, de cette civilisation pépinide, dirigée en sommet, on va dire, par la religion. Bon, allez, le Vatican, voilà, pour tout dire. Hmm. Alors voilà, Pépin le Bref, un petit peu ce qu'il a eu comme prétendument noblesse. Moi, je veux bien, mais on ne nous donne pas de traces réelles que les pépiniers étaient nobles. C'est tout simplement des gens de pouvoir, un peu des aristocrates, on dirait, hein, on peut les comparer à des aristocrates qui se sont arrogés les pleins pouvoirs et qui ne partageaient en rien leur tribu, quoi. Voilà, tout simplement. Passons maintenant au deuxième carolingien, roi carolingien des Francs, Carloman Ier. Je ne connais pas. Ah bon, qui c'est celui-là? Carloman, né en 751 à Soissons, mort le 4 décembre 771
à Samoussy, dans l'Aisne. Fut roi des Francs, etc. Bon, frère cadet de Charlemagne, il est le fils et successeur de Pépin le Bref. Voilà, la succession des Carolingiens se poursuit, elle commence là. Voilà, bon, je ne vais pas vous en dire davantage. Je passe au troisième, qui est qui? Charlemagne. Oh, Charlemagne. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez un peu l'écusson, je vous montre un peu l'écusson. Est-ce que vous croyez que c'est... Vous voyez, on vous montre un roi fleuri, un homme avec un visage bienveillant. Regardez un peu la tête qu'il a. C'est un Romain conquérant avec un laurier. Il a absolument rien d'un homme pacifique, hein, je peux vous dire. Alors, Carolus Magnus, vous voyez, regardez, c'est bien écrit, hein, je ne l'invente pas. Carolus, alors Magnus, on ne le voit pas, mais attendez. Le profil imberbe et moustachu, ouais, bon. Voilà, le front peint de laurier, vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein. Ce n'est pas un homme, regardez, ouais, bon, on nous présente un homme pacifique, avec une barbe fleurie. Non, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est pas ça du tout. Alors, attendez. Alors, comment il a... Voilà, Carolus Magnus, vous voyez, ou Charles Ier, dit le Grand, né à une date inconnue. Bon, voilà. Allez, on revient en arrière. Vous pourrez vous-même faire vos recherches. Moi, je vous donne un petit peu, je brosse rapidement le portrait de chaque roi. Empereur, ici c'est l'empereur, hein. Regardez la tête qu'il a, le nez romain, vous voyez, c'est tout à fait ça. Enfin bon, passons. Maintenant, nous passons à Louis Ier, qui est justement le pieux. Oh, évidemment, ils étaient tous, ou le débonnaire, bon, ils étaient tous à la botte de qui vous savez, hein, des évêques, des moines et compagnie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Oui, regardez la croix, oui, la croix qui fait ombre à la lumière des Mérovingiens. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Hmm. Ici, c'est l'ombre, la croix, c'est l'ombre, hein. Voilà. Dit le pieux ou le débonnaire, né en 1678 à Cassimoglium, est mort le 20 juin 840, pas 1840, mais 840 à Engenheim, près de Mayence, et roi d'Aquitaine jusqu'en 814, puis empereur d'Occident de 813 à 833, puis de nouveau de 835 à sa mort. Il est le fils de Charlemagne et de qui en fait, hein? Voilà, regardez, les aigles du pouvoir, vous voyez. Déjà, ça change tout, absolument tout. Ah, pardon, ça c'est Charlemagne, pardon. Ici, voilà, déposé le 7 octobre 833 par son fils Lothaire, restauré, bon, voilà. C'est le troisième du nom, un 2 3 ah non, c'est le quatrième, pardon, lui premier, le quatrième. Alors le cinquième, c'est Charles II, voilà, dit le Chauve. Pourquoi, je n'en sais rien, mais enfin bon. Dit le Chauve, né le 13 juin, bon voilà, à Francfort, sur le Maine, est mort à, oui, d'Allemagne. Petit-fils de Charlemagne qui se partage l'empire carolingien en 833, duc d'Avé-Marie, etc., etc., etc. Bon, je vous laisse lire, je ne vais pas tout vous dire, hein, évidemment. Alors, on va s'arrêter à Louis II, voilà, Louis II le Bègue, Bègue, voilà. Louis II dit le Bègue est roi des Francs de 877 à 879. Il est le fils de Charles II et d'Ermentrude, pardon. Pas d'Ermentrude, non, d'Ermentrude. Voilà, voilà le début de règne 677, fin de règne 11 avril 879. Fils aîné de Charles II et d'Ermentrude d'Orléans, on a dit, sacré à Compiègne, etc., etc., etc.
Voilà, c'est les six rois dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, je vous brosse rapidement le portrait, je ne peux pas vous donner trop de détails. Il faudrait les chercher les uns après les autres sur Wikipédia, puisqu'il n'y a que eux qui donnent une source officielle. Les autres, bon, ben, vous comprenez, ça vaut rien. Les historiens aussi, ah ben non, on les balaye, on s'en fiche. C'est un peu ça, vous voyez. Alors que c'est eux qui font l'histoire. Bon, alors attendez, Charles II, voilà, on est au Bègue. Alors, on sera à Louis III. Voilà, chers amis, je voulais vous brosser un petit peu le portrait de ce que sont les Carolingiens. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Vous allez voir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une coupure là? Il y a une coupure apparemment. Bon, là aussi. Raoul. Oh. Après, c'est le royaume du pays des fromages. Bon, mais ça, on y reviendra. Les Capétiens. Et, Hugues Capet, voilà, chers amis, je vous ai un petit peu brossé le portrait de ce que je crois être, on va dire, le règne des Carolingiens, n'est-ce pas? Je viens de vous le dire, hein. Euh, alors, on parlait des Pipinides ou Pépinides. Je vous en dirai un mot sur les Pipinides. Ou alors, si, on va commencer maintenant, si vous voulez. On va parler des Pipinides maintenant. On va en parler tout de suite. On va voir si je le trouve comme ça. Oui, aux Pépinides, bon, c'est pareil, hein. De toute façon, voilà, on va aller sur la source officielle parce que vous comprenez, tout est entre les mains du Vatican, enfin des jésuites, hein, aujourd'hui. Mais bon, à cette époque-là, les jésuites n'existaient pas, mais c'était quand même le Vatican, et d'ailleurs même les jésuites, c'est le Vatican qui est derrière. Bon, bref. Mais les jésuites, pardon, ils avaient leur propre organisation. J'allais presque dire dans l'ombre du Vatican. Ils étaient totalement, presque indépendants, hein, presque, hein, puisqu'ils avaient leur propre ordre, on va dire, militaire, puisque les jésuites, c'est, je ne sais plus son nom, c'est, enfin bon, passons. Le terme désigne au sens strict les membres de la famille de Pépin de Landenne, en ligne agnalique. Attention, attention, attention. Ils sont maires du palais. Bon, bref. Ouais. Bon, voilà un petit peu. Alors, je ne sais pas d'où sort cette noblesse. J'en sais rien. On va aller voir. Je vais essayer d'interroger. Voilà. Parce que là, il y a un doute, vous voyez? Il y a un doute. Moi, j'ai un doute sur leur titre de noblesse. Les Carolingiens sont les héritiers d'une famille de grands officiers. Voilà, c'est ça. Officiers des rois, vous voyez? Mérovingiens. Donc, c'était des officiers. On va dire des salariés. Comprenez? Ils n'étaient pas du tout, bon, que l'on appelle les Pépinides. Dans les années 610, est apparu un premier enceinte des Carolingiens, le Pépinide, Pépin Ier, bon voilà, maire du palais. Mais c'était des chevaliers, c'était pas des nobles en soi. Ou alors ils étaient anoblis peut-être par les Mérovingiens, oui, c'est possible, hein. Mais j'ai un doute, voyez-vous? J'ai un doute. Je vais quand même, je vais prendre cette source qui me paraît pas mal. Caïm, c'est pas mal, hein. Donc Caïm, c'est vrai que c'est une revue. Je ne sais pas quel est l'homme qui s'en occupe, mais vraiment c'est pas mal du tout. C'est pas mal fait. Ah, après, il faut payer pour voir le chapitre en accès conditionnel. Oui, bien sûr, évidemment.
Voilà. Oui, vous voyez, c'est très différent de ce qu'on entend dire. Mhm. Voilà, vous voyez, je vais vous lire le résumé. Les Carolingiens sont les héritiers d'une famille de grands officiers des rois mérovingiens que l'on appelle les Pipinides ou Pépinides, hein. Dans les années 610 est apparu un premier ancêtre des Carolingiens, le Pépinide Pépin Ier, maire du palais d'Austrasie. Cet habile personnage se maintient comme grand administrateur du palais pendant près de 30 ans, sous le règne de deux grands rois mérovingiens, Clotaire II et son fils le roi Dagobert. Donc c'est des roturiers, c'est pas des nobles. Vous voyez, habitués à la haute fonction publique, enrichis des mariages avantageux, les Pépinides prennent goût au pouvoir. Et oui, forcément, hein, et ne manquent pas d'ambition. En 656, la famille tente même un coup d'État. Vous voyez, Grimoald, fils de Pépin Ier, tente d'usurper le trône mérovingien au profit de son fils. Il échoue et est exécuté. Mais sa famille survit grâce à une série de personnalités dynamiques. On compte, on compte notamment chez les Pépinides de nombreuses abbesses qui soutiennent la cause familiale, bien entendu, hein. Les Carolingiens se souviendront toujours que parmi leurs ancêtres, on compte des saints et des saintes. Oh mon Dieu, oui, enfin bon. Après l'échec de Grimoald, la cause pépinide passe aux mains de Pépin II, qui est le fils d'une fille de Pépin Ier. Il réussit. Attendez, qu'est-ce que je dis là? Aux mains de Pépin II, qui est le fils d'une fille de Pépin Ier. Il réussit autour de 680 à s'emparer de la mairie d'Austrasie, puis lance ses troupes à la conquête de l'ensemble du monde franc. Au nom des rois mérovingiens, Pépin II réussit à s'emparer de la mairie de Neustrie et de la mairie de Burgondie. Burgonde, oui. Il réunifie alors les trois royaumes mérovingiens et reçoit le titre de duc des Francs. Cette dignité assez floue, n'est-ce pas, signifie simplement qu'il est le premier personnage du royaume, le premier officier du roi, mais qu'il ne cherche surtout pas à attenter à la puissance souveraine. Bon, alors voilà un petit peu ce que l'on trouve, si vous voulez, je vais le garder, ça c'est pas mal du tout, à moins que j'en trouve un autre tout aussi bon, tout aussi croustillant. Moi, bah, Wikipédia, je me méfie un petit peu. Histoire de France, bah, c'est pareil, hein, c'est entre les mains de qui vous savez. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent les Hérodotes net? Je connais pas trop cette revue, mais je reste prudent. En fait, chers amis, si vous voulez, bon, on va s'arrêter. Je vais m'arrêter là. Je vous parlerai si je découvre quelque chose ben, de plus croustillant. Je vous parlerai de cette histoire des Pipinides qui est floue, comme je viens de vous l'expliquer, de vous le lire. Hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Je n'invente rien. C'est flou parce qu'en fait, Pépin III, oui, Pépin III, qui a pris le trône, il a. Bon, c'est un coup d'État. Ça, je m'en doutais un peu, chers amis, ça ne m'étonne pas du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, écoutez, abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas. On se dit à très bientôt. Alors, bien sûr, soyez heureux en famille, entre amis, avec vos amis. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.